Merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction d'Opinion Internationale. Merci à vous. Les membres du gouvernement, ministre de l'Environnement entre 1988 et 1992. Vous avez été sous-secrétaire général des Nations Unies au moment de la réunion Rio+20 en 2012. Aujourd'hui, vous présidez le think tank Équilibre des énergies, qui réfléchit avec un certain nombre d'entreprises du secteur à faire des propositions pour décarboner l'économie française. Et bien, politique en France. Bien, au lendemain de la fin de cette COP28 de Dubaï, où les réactions sont partagées entre satisfaction, soulagement et parfois frustration, qu'en est-il vous concernant? Quel est votre sentiment et quelles leçons, quels enseignements doit-on tirer de cette COP28 de Dubaï? Alors, elle s'est bien passée, cette COP. Elle était dans un endroit qui avait beaucoup d'argent et qui a bien organisé les choses avec un public extrêmement nombreux. Il y avait quasiment 100 000 personnes qui sont venues à cette COP. Bon, alors le résultat, d'abord, tout le monde est content, tout le monde a applaudi, les présents ont applaudi pendant une longue minute debout, donc c'est une COP, c'est une réussite en tous les cas pour les organisateurs, et c'est quand même une réussite aussi dans le long chemin des COP depuis 1992, puisque pour la première fois, la communauté internationale, dans un pays pétrolier, a réussi à dire il faut sortir du pétrole. Ils n'ont pas dit quand, ils n'ont pas dit comment, mais ils ont dit qu'il faudrait quand même sortir du pétrole, du charbon et du gaz. Et c'est la première fois. Et donc, réussir à faire accepter ça aux pays pétroliers, bon, c'est quand même pas mal. Évidemment, ensuite, on ne sort pas de la déclaration. Ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire dans l'accord de Paris qui a été adopté, qui est un vrai traité, c'est que chaque pays, les 190 pays des Nations Unies, doivent avoir un programme de lutte contre le changement climatique. Et donc, voilà. Donc, ce qu'il va falloir vérifier maintenant, c'est que cet appel à sortir des combustibles fossiles se traduise bien dans les programmes des 190 États qui ont signé l'accord de Paris. C'est ça l'enjeu. Donc, il faudra vérifier. Et tous ces pays, leur mandat maintenant, dans l'accord de Paris, c'est de faire une seconde version de leur programme de lutte contre le changement climatique dans 2 ans, à la COP 30 qui aura lieu au Brésil. C'est là qu'il faudra vérifier si réellement la COP de Dubaï aura eu une influence sur les programmes de lutte contre le changement climatique. Alors, certes, c'est une des grandes avancées que tout de même, les pays producteurs de pétrole et les grandes entreprises pétrolières n'ont pas réussi à glisser quelques notions, notamment en lien avec la capture du carbone, qui peuvent faire douter de leur sincérité ou en tout cas fragiliser cette belle intention de sortir définitivement des énergies fossiles. Évidemment, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date qui a été fixée. Il n'y a pas d'échéance. Et évidemment, les producteurs de pétrole ont beau jeu de dire mais la population mondiale a augmenté, mais je suis bien obligé de répondre à la demande. Et s'il n'y avait pas d'essence dans les pompes à essence chez vous, il n'y aurait pas des émeutes, des automobilistes et autres. Et donc, si vous voulez, les pays pétroliers disent, bon, on est d'accord, mais il faudrait quand même qu'à côté du système des combustibles fossiles, il y ait un nouveau système énergétique qui soit bâti et qui soit l'équivalent avec des énergies renouvelables, avec du nucléaire, avec des économies d'énergie. Donc, tant que ce n'est pas fait, je continue à vendre du pétrole. Mais c'est vrai, j'ai une technique peut-être qui peut servir, c'est-à-dire je suis en train de travailler à aller capturer le carbone dans l'air pour le stocker sous la terre. Et à ce moment-là, peut-être que je vais réduire mon impact. Mais vous avez raison, ça c'est pour l'instant c'est tout petit et ça coûte très cher. Mais comme ils ont de l'argent, bah, laissons-les faire. Donc, on se dirige vers un nouveau mix énergétique.
comment vous le voyez? Comment vous imaginez qu'à l'avenir, dans les 20 prochaines années, quelles seront nos sources d'énergie? Alors d'abord, il faut que vous sachiez quand même que dans les pays développés, les émissions réduisent. Il y a moins d'émissions. Alors, c'est pas assez vite, mais ça se fait doucement, y compris en France, et la France est plutôt bonne dans ce secteur. Ben, comment ça va se passer? On va d'abord privilégier toutes les sources décarbonées. Il y en a pas, et ensuite les vecteurs, c'est-à-dire sous quelle forme l'énergie va être utilisée. Ben, la première forme, c'est la chaleur. Et donc partout, on va faire de la chaleur renouvelable. La chaleur renouvelable, c'est la géothermie, c'est la chaleur du soleil, c'est même le bois à la limite dans certains coins, parce que le bois est renouvelable. Et c'est une machine aussi qui s'appelle la pompe à chaleur. Dans les bâtiments, on va mettre des pompes à chaleur qui vont chercher la chaleur à l'extérieur et la ramener à l'intérieur des maisons. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est l'électricité. On va doubler la consommation d'électricité parce que l'électricité, on peut la produire de façon décarbonée avec les éoliennes, avec le photovoltaïque et avec le nucléaire. On va avoir besoin de nucléaire. Donc si vous voulez là, le vieux combat entre le nucléaire et les renouvelables, c'est terminé. Là, il faut faire la paix. Il faut les deux. Et puis ensuite, il y a l'hydrogène. Et peut-être qu'il y a un miracle, puisqu'on maintenant on découvre que finalement l'hydrogène naturel, il sort du sol. On ne le savait pas, on le découvre. Alors peut-être qu'on va trouver de l'hydrogène. Et puis il y a d'autres formules, notamment pour les avions, les carburants décarbonés. Ça, c'est plus compliqué et ça coûte encore un peu plus cher. Donc voilà, donc on va se précipiter là-dessus. Donc l'électricité va jouer un rôle absolument fondamental. Parce que l'électricité, ce n'est pas simplement l'énergie, c'est aussi l'information et le numérique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être raisonnablement optimiste sur la capacité de l'humanité à trouver des solutions qui sont d'abord technologiques, on le comprend bien, face à cet enjeu de réchauffement? Évidemment qu'il faut être optimiste. Alors vous avez raison de dire qu'il y a la technique, la technologie, mais il y a aussi les comportements. Donc il y a quand même beaucoup maintenant d'insistance sur les économies d'énergie, l'efficacité, la sobriété. On n'est pas obligé d'acheter la voiture la plus chère qui consomme le plus, on peut faire attention, on n'est pas obligé de faire tourner son moteur trop fort, on n'est pas obligé de chauffer à 25 degrés chez soi, donc tout ça, ça va se faire. Mais attention, le changement climatique, il a déjà commencé. Et donc, à côté de nos efforts pour réduire les émissions, et oui, je suis optimiste dans cette direction-là, si vous voulez, la technique est là, on sait le faire, ça, il faut simplement dépenser de l'argent, hein, voilà, mais ça va coûter moins cher que si on laissait le changement climatique se déchaîner. Simplement, comme il a déjà commencé, il faut aussi s'adapter. Et s'adapter, c'est pas si simple. Vous avez vu les forêts qui brûlent, vous avez vu la mer qui monte, et donc les côtes vont être envahies d'une certaine mesure. Donc il va falloir prévoir maintenant où on met les routes, où on met les bâtiments, où on met les centrales atomiques, etc. Donc tout ça, c'est très très important. Ne pas oublier à la fois réduire les émissions et à la fois s'adapter au changement climatique en essayant de le réduire le plus possible. Alors, tout cela aura un coût. On sait que pour le consommateur lambda, pour nos concitoyens, ces coûts peuvent être un frein à l'évolution des comportements. Il y a aussi, du côté des pays pauvres, qui voient dans leurs réserves d'énergie fossile peut-être un potentiel de prospérité qu'elles n'imaginent pas perdre. Comment on concilie cette petite contradiction entre des objectifs qui sont nécessaires et puis un coût pour à la fois nos concitoyens et les pays pauvres qui risquent d'être élevés? Ça s'appelle la justice. Et dans toutes les négociations, l'importance de la justice est soulignée. Et vous avez raison, les pays développés disent d'accord, mais nous, laissez-nous encore 2 ans, 3 ans, on va quand même continuer à utiliser nos réserves, mais ensuite on le fera, mais avec votre aide. Et donc, nous sommes devant aussi une réflexion et une nécessité qui est de revoir le système international hérité de la Seconde Guerre mondiale. Le monde a changé, il faut sans doute inventer maintenant un système international avec beaucoup plus de justice et de transfert entre les pays qui sont très riches, mais qui sont aussi à l'origine d'une grande partie du changement climatique, et les pays pauvres qui n'ont rien envoyé dans l'air, qui n'ont pas pollué et qui vont souffrir. Donc il faut trouver ce système-là. C'est pas si simple,
parce que les États, même quand ils ont de l'argent, d'abord ils disent « Oh, mais j'en ai plus, je suis endetté ». Bon, voilà, donc il faut qu'on invente ça, et ça, c'est pas si simple. Notre président de la République a essayé, avec la présidente de la Barbade, de réfléchir à un nouveau système financier international. Ben, il faut s'y mettre. Vous savez, les choses les plus simples, c'est ça qui marche, hein. Les choses les plus simples, moi je me souviens qu'on avait dit, voilà la moyenne mondiale des émissions. Tous les pays qui sont en dessous de cette moyenne reçoivent de l'argent, tous les pays qui sont au-dessus de cette moyenne donnent de l'argent. Il faut inventer un système simple qui fonctionne et qui semble juste. Je vais vous donner un exemple français. Nous avons fait une bêtise avec la taxe carbone. Nous avons dit il faudrait tout simplement taxer les émissions de manière à ce qu'on favorise le passage vers les sources d'énergie qui ne polluent pas. Mais simplement, l'argent de cette taxe, au lieu de la redistribuer à ceux qui en ont besoin pour aider ceux qui sont démunis d'isoler leur maison et d'acheter leur voiture électrique, eh ben le Trésor, le ministère des Finances a dit à moi la galette, à moi l'argent. Alors du coup, évidemment, il y a eu les gilets jaunes et autres. Donc il faut être très attentif à la justice. Vous avez absolument raison. Bon, écoutez, merci beaucoup, Brice Lalande. Donc, rendez-vous dans 2 ans à Belém, au Brésil. Et d'abord à Bakou. Alors, justement, quel sera l'enjeu de Bakou à la COP29 l'année prochaine? Il y a beaucoup de choses à parfaire, hein. Vous savez, la décision de Dubaï, ça fait 23 pages. Alors, dans les 23 pages, vous allez pouvoir pêcher tout ce qu'il faut faire, tout ce qui n'est pas terminé. Mais notamment, il y a des aspects financiers, notamment ceux dont vous avez parlé concernant la justice. Il y a aussi quelque chose de très important qui est une forme de coopération internationale qu'on appelle les marchés carbone. Les marchés carbone, c'est l'idée selon laquelle, au fond, les tonnes de pollution et les tonnes de réduction d'émissions, on peut les échanger entre les entreprises qui ont déjà réussi et les entreprises qui n'ont pas encore réussi. On peut par exemple aider les pays africains à protéger leurs forêts, parce que s'ils protègent leurs forêts, ça veut dire qu'ils évitent d'envoyer du carbone dans l'air, et les arbres, ils stockent du carbone. Donc est-ce qu'on peut aider les pays africains, par exemple, à protéger la forêt du Congo? Eh bien oui, si on permet aux entreprises qui ont besoin d'avoir un certificat de non-pollution, peut réacheter en quelque sorte la non-pollution des forêts du Congo. Alors ça, c'est un système compliqué, on appelle ça les marchés carbone. On n'a pas réussi à Dubaï, on devrait réussir à Bakou à se mettre d'accord. Eh bien, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin, Brice Lalande. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Opinion Internationale, et puis à très bientôt sur notre site. Merci Opinion Internationale.